Corps à corps. Et oui, vous avez certainement entendu Aurore Berger, notre ministre chargée de l'égalité homme-femme. Bon, déjà, on se demande un peu si c'est vraiment son sujet, mais bon, c'est pas grave. Elle a convoqué lundi dernier, en présence de la déléguée au numérique, Clara Chapaz, et puis en présence de l'Arcom, et puis d'autres encore. Elle a convoqué les responsables des 6 plus grandes plateformes des réseaux sociaux, responsables français, donc TikTok, Meta, X, YouTube, Snapchat, Twitch. Et voilà, il y avait aussi la police nationale et je vous le disais, l'Arcom, pour faire le ménage et enclencher des actions et des sanctions face aux contenus violents, racistes, sexistes, haineux. Je propose d'écouter Aurore Berger, tout simplement, qui revient sur cette convocation. On l'écoute, elle était sur BFM TV. Je crois qu'il y a des progrès à faire, parce que nous sommes sur des plateformes qui aujourd'hui sont extrêmement puissantes, qui ne sont pas des plateformes françaises, qui voient leurs règles être souvent changées. Nous l'avons vu régulièrement, nous l'avons vu récemment par exemple sur X, qui est peut-être l'un des revirements les plus significatifs et spectaculaires que nous avons eu à faire. Mais ici, ce qui s'applique, c'est la loi française. Et la loi française, elle pose un cadre qui est un cadre clair et qui entend être respecté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé des outils de régulation, que ce soit l'Arcom, que ce soit Pharos. Mais l'objectif, c'est d'aller encore plus vite. Parce qu'on sait bien qu'un signalement, ça peut prendre des heures, des jours, des semaines pour ensuite qu'une modération puisse exister. Et encore une fois, des règles qui sont insuffisamment claires. Quand j'ai demandé aux différentes plateformes à partir de combien d'infractions un utilisateur pouvait être banni, eh bien, malheureusement, soit certaines étaient incapables de répondre immédiatement et ont dû consulter leurs équipes, ce qui laisse quand même interrogateur, soit, en fait, elles ne savaient pas, en disant que ça dépendait du type de contenu. Et ça pose un problème. Parce que la règle, elle doit être claire, que ce soit un contenu haineux, antisémitisme, racisme, haine LGBT, que ce soit de la violence, puisqu'on... Voilà, on arrête là, vous aurez compris. Donc, il faut lutter, il faut que la loi française s'applique, il faut des outils de régulation et tout ça au nom, évidemment, d'une lutte contre des contenus racistes, sexistes, haineux, violents, vous l'aurez compris. Donc, et vous l'avez, on pouvait l'entendre aussi lors de cette conférence, expliquer que si vous n'agissez pas, donc s'adressant aux patrons de ces plateformes numériques, si vous n'agissez pas, nous agirons, car la loi s'applique à tous. Voilà un gros rappel que fait ici Aurore Berger. Alors, ce qui est intéressant, c'est la loi, mais quelle loi? Et puis la démocratie, mais quelle démocratie? Quand on écoute un peu d'autres sons de cloche, par exemple Paviel Durov, quand on écoute Paviel Durov sur la démocratie française le 28 mai, on entend tout autre chose. Je vous propose de l'écouter, c'est une traduction qui est proposée. Parlez-nous de la démocratie en France. C'est assez drôle car d'abord, le gouvernement français a officiellement réfuté ma déclaration. Puis, j'ai fourni plus de détails et ils ont été contraints de confirmer que les rencontres avaient réellement eu lieu, mais ils ont déclaré qu'elles étaient liées à d'autres choses. Le chef des services secrets français, Nicolas Lerner, m'a vraiment demandé de faire ce que vous venez de décrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ce démenti, il s'est avéré qu'il y avait d'autres preuves de ce que je viens de vous dire. Il s'est avéré que cette même personne s'est rendue en Roumanie 2 jours avant les élections présidentielles. Seulement 1 semaine avant les élections, l'allié le plus proche de Macron a déclaré qu'il ferait tout ce qui était nécessaire sur le terrain pour assurer la victoire de leur candidat favori. Je pense qu'il faut préciser une chose. Telegram ne prend pas position sur les élections roumaines. Nous ne préférons pas un candidat à un autre. Je crois tout simplement qu'il est très important d'être très transparent sur les types de demandes que nous recevons et de s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles et que les mêmes normes sont appliquées pour tous. Voilà, c'est particulièrement intéressant parce que oui, on entend juste avant Aurore Berger dire oui, la loi française s'applique, les outils de régulation, il faut suivre les règles, mais quelles règles? Est-ce que c'est des règles, c'est ce que vient de dire Pavel Durov, le patron de Telegram. Moi, je reçois des pressions, j'ai pas envie de recevoir des pressions pour un candidat ou pour un autre, il s'agissait là de la Roumanie, je vous rappelle. Alors, quelles règles peuvent s'appliquer sur ces grands patrons et sur ces grandes plateformes de réseaux sociaux? Et quel est le jeu? Quels sont les enjeux, évidemment? Alors, un autre, dans l'autre sens, Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, était interrogé en commission d'enquête. Il est revenu sur le sujet sur BFM également. Et lui, il trouve que finalement, la forme actuelle des réseaux sociaux
n'est pas forcément compatible avec la démocratie. C'est pour ça que c'est intéressant d'interroger de quelles règles du jeu parlons-nous et de quelle démocratie parlons-nous. Écoutons Gilles Babinet. L'enjeu, c'est un enjeu qui est fondamental pour la démocratie. Je ne pense pas que les réseaux sociaux, sous leur forme actuelle, soient compatibles avec la démocratie. Et donc, on assiste à une altération extrêmement forte du débat démocratique, la montée des propos qui sont des propos à l'emporte-pièce et les propos articulés qui sont plus longs, plus complexes, plus difficiles à appréhender, ne sont absolument pas compatibles avec les algorithmes des plateformes qui n'y voient pas d'intérêt, tout simplement parce que eh bien, ça ne crée pas d'effet collant, ce qu'on appelle la stickiness en anglais, et donc à terme, le risque que seuls les gens qui ont des propos radicaux soient présents et que ça contamine évidemment, comme c'est d'ailleurs le cas, le débat public, le débat politique et finalement notre capacité à vivre ensemble. Voilà, donc pour lui, la démocratie, c'est peut-être en effet la possibilité d'éradiquer certains propos trop radicaux qui empêchent notre capacité à vivre ensemble. Vous l'avez compris. Bon, eh bien nous, on va s'interroger, on va peut-être revenir sur les grands principes. Qu'est-ce qu'une démocratie ? Quelles sont ses règles du jeu ? Faut-il appliquer les règles du jeu, la loi française à l'étranger ? Bon, on va revenir sur tous ces sujets avec Frédéric Egouy et Fabrice Epelboin. Bonjour Frédéric Egouy. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Madame, merci à vous d'être avec nous, journaliste indépendant, spécialiste des questions internationales. Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également, entrepreneur, ancien enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux et journaliste pour le média Reflet. Peut-être je vais commencer avec vous, Fabrice Epelboin, si vous le voulez bien. En effet, on a du mal à comprendre puisque j'ai l'impression que tout le monde utilise un peu les mêmes mots, vivre ensemble, démocratie, règles du jeu, mais pas forcément dans le même sens. Comment vous comprenez aujourd'hui quels sont les conflits finalement entre les patrons de ces plateformes et par exemple Aurore Berger? À la base, il y a un gros malentendu sur la définition du mot démocratie qui est très large. Il faut déjà préciser que à la naissance du concept, si on peut s'attribuer, nous, Français, la naissance du concept, ce qui est très discutable, mais en 1789, il était absolument hors de question de laisser la populace s'exprimer, elle n'en avait pas trop les moyens, mais surtout de prendre part aux décisions de la nation. La démocratie, à l'époque, était définie dans ce qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de façon plus technique d'oligarchie, un système politique dirigé par ses élites. Et c'est très précisément cette définition qu'a en tête Gilles Babinet quand il s'exprime. Et en effet, son constat est parfaitement exact. Une oligarchie n'est absolument pas compatible avec la possibilité donnée depuis finalement assez peu de temps à l'ensemble de la population de s'exprimer. Et puis de l'autre côté, on a une définition qu'on pourrait techniquement rattacher au populisme, où là, effectivement, il est question de prendre en compte et de faire participer n'importe quel citoyen, y compris les plus idiots, à la vie de la nation. Et ces deux notions sont en train de s'entrechoquer. Et là encore, c'est pas tant que j'approuve ses prises de position, mais Gilles Babinet a parfaitement raison. L'oligarchie, qu'on peut aussi appeler démocratie, n'est absolument pas compatible avec cette nouvelle liberté qui était très théorique avant l'arrivée des réseaux sociaux, qui a été donnée à la population depuis à peine plus de 10 ans, de s'exprimer librement. Ça n'est pas compatible. Et donc aujourd'hui, on doit faire le choix entre la possibilité laissée à tout un chacun de s'exprimer librement et perpétuer un système politique sur lequel on roule depuis un bout de temps. Oui. Donc on doit faire un choix, effectivement, entre l'avènement d'une nouvelle démocratie qui serait très clairement de l'ordre du populisme, c'est-à-dire vraiment une liberté donnée à chaque individu de participer à la vie de la nation, aussi idiot soit-il, aussi stupide soient ses opinions, et puis un retour vers une oligarchie qui finalement a assez bien marché au XXe siècle et avant, qui consiste à réserver la liberté d'expression à une élite, à réserver la possibilité de s'exprimer publiquement à un intermédiaire que sont les médias et à contrôler évidemment les médias. C'est la base de la société moderne que nous connaissons, de la façon dont on communique dans la société depuis grosso modo le début du XXe siècle, Édouard Bernays, où effectivement en contrôlant le système médiatique, on contrôle par l'intermédiaire de qui peut s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer, l'opinion publique et du coup la direction de la nation. On a vraiment deux notions qui s'affrontent avec un seul mot. Et tout le problème est là, ce manque de culture générale, cet appauvrissement généralisé du vocabulaire qui fait que démocratie recouvre aussi bien oligarchie que populisme. Ce sont deux notions différentes, ce sont deux régimes différents. Nous avons une tradition oligarchique et
la question que posent de plus en plus de citoyens à travers leur expression, c'est le passage au populisme. L'un et l'autre ne sont pas des gros mots. Il faut juste apprendre à utiliser les bons mots pour désigner deux systèmes politiques qui sont totalement différents. Je vais revenir sur ce que disait Gilles Babinet. Ça n'est absolument pas compatible. Et à un moment, si on veut conserver le régime politique sur lequel on a tourné depuis à minima la Seconde Guerre mondiale et fondamentalement depuis la Révolution française, il faut éliminer la parole du citoyen. Ça a le mérite d'être clair. Alors, vous dites qu'il faut faire un choix. On a l'impression qu'en tout cas que le gouvernement l'a fait, ce choix même. Bien sûr, Bruxelles l'a fait. qu'il l'a fait. Voilà, non, mais parce que donc, le choix est fait. Évidemment, c'est son taf. Oui. C'est leur raison d'être. Et ils n'ont pas fait le choix. Ils n'ont pas le choix. Oui. Exactement. Donc le choix, on l'a vu se mettre en place. Il y a eu le Digital Service Act, il y a les différentes commissions d'enquête, il y a les effets sur TikTok, il y a toutes les tentatives de limitation de liberté d'expression sur ces réseaux. Comme vous l'avez dit, de tout un chacun. Et puis de l'autre côté, ils n'ont pas le choix, mais de l'autre côté, il y a quand même des forces en puissance contre lesquelles il est difficile de lutter, même quand on est au gouvernement et même quand on est l'Europe, puisque on voit Pavel Durov qui malgré tout ne cède pas, on voit Elon Musk qui cède encore moins. Donc cette guerre, on va dire, entre deux visions des choses, pour le moment, est très loin d'être gagnée par le gouvernement. Je ne sais pas si vous donnez pour le moment une chance au gouvernement français, par exemple, de mettre en place sa vision des choses, donc son oligarchie démocratique, si on veut. Mais bon, voilà, si on veut leur faire plaisir. C'est pas le gouvernement français, hein, c'est la grande majorité des gouvernements européens. Bien sûr. Effectivement, on a deux visions de la démocratie qui s'affrontent, la vision oligarchique européenne et la vision populiste américaine qui vient de remporter les élections. Or, le problème, c'est que l'Europe a été colonisée numériquement par les États-Unis, aussi bien sur des problématiques d'infrastructures informatiques, de logiciels, des trucs comme ça, qui posent un énorme problème, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui, que sur ce qui fait aujourd'hui le tissu social des sociétés modernes au XXIe siècle, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ils sont tous américains, à l'exception d'un qui est chinois. Mais il n'y en a pas un seul qui est européen. Ce qui fait que l'opinion publique aujourd'hui se forme sur ces réseaux sociaux. Les médias ont une crédibilité qui a fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, la France est l'un des pays dans lesquels, au niveau mondial, les médias ont le recueil le moins de confiance de la population. Ce qui fait que la population, qui a bien compris qu'elle ne pouvait pas vraiment faire confiance aux médias pour s'informer, va s'informer de façon complémentaire au principal, dans des médias tels que le vôtre. Parfois se perd totalement parce qu'il y a une profusion d'offres avec, il faut être honnête, une vérification de la réalité des informations qui sont transmises qui est encore pire que dans les médias traditionnels qui sont eux-mêmes très peu rigoureux. Et donc, forcément, on a une population qui est paumée, qui pense très souvent de travers, faute d'avoir les bonnes informations, qui sombre dans le complotisme parce que c'est difficile de ne pas sombrer dans le complotisme quand on voit que, de toute évidence, le pouvoir en place vous cache des choses et vous ment. Et ça, on a quasiment chaque semaine l'occasion de vérifier qu'effectivement, ils nous cachent des choses et ils nous mentent. Oui. Donc à partir de là, on a affaire à une population qui est dans un mode panique face à l'information et qui nécessairement veut remplacer ses dirigeants parce que ils sont soupçonnés de non seulement nous cacher des choses, mais de pas du tout avoir les compétences qu'ils prétendent. C'est terriblement angoissant pour les gens qui sont à la tête de l'État, c'est terriblement angoissant pour tout le système qui a été mis en place pour faire en sorte que ça reste ainsi, c'est-à-dire vraiment l'ensemble du système politico-médiatique, et logiquement, ils engagent un bras de fer avec ceux qui leur font concurrence, c'est-à-dire pas tant la population, bien que il y a une très large partie de la population qui aujourd'hui sont stigmatisées, mais également à travers les technologies qui permettent à cette population de s'exprimer, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et donc, les Américains, parce que autant du temps de Biden, il s'agissait de prendre en étau entre l'administration Biden et l'Europe les plateformes de réseaux sociaux pour les forcer à appliquer la censure de chaque pays européen. Le principe du DSA, c'est ça, c'est chaque pays, chacun dans son coin, va recruter des espèces de shérifs de la liberté d'expression qui vont identifier tout ce qu'il faut censurer, le remonter aux plateformes, et les plateformes sont tenues de censurer tout ça. Sinon, grosse amende. Ça marchait très bien quand il y avait une certaine coopération entre l'administration démocrate américaine et les différents régimes européens et l'Europe.
Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des républicains aux États-Unis qui sont arc-boutés sur le premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression, qu'on qualifie, vu d'Europe, d'absolutiste, et qui, dans la pure tradition américaine, imposent leur vision de la démocratie aux barbares qui sont situés hors de leurs frontières. Il se trouve qu'ils ont réduit leur ambition par rapport aux précédentes administrations. Il n'est plus du tout question d'envoyer des tapis de bombes sur les barbares pour les convaincre du bien fondé de la démocratie. Ils ont bien vu qu'en Irak, les résultats étaient quand même très moyens. Ils se concentrent sur ce qu'ils considèrent comme encore sauvable. Ça, c'est le discours de J.D. Vance à Munich. Et ce qui est encore sauvable d'un point de vue démocratique à leurs yeux, c'est l'Europe. Alors, Frédéric Egui, même question d'abord sur on va dire cet affrontement entre deux notions, on va dire deux mots utilisés par les mêmes, démocratie, liberté d'expression, sauvegarde des contenus, mais qui sont portés de manière différente, c'est le cas de le dire. Je vais parler du gouvernement français parce que je citais Aurore Berger évidemment, mais c'est plus large. C'est tout un système européen. Et puis maintenant, ces grands patrons de plateformes, dont notamment Pavel Durov, patron de Telegram, et Elon Musk. Donc cet affrontement, comment aujourd'hui vous le voyez? Comment d'abord sur le concept et également sur le terrain? C'est-à-dire qui peut gagner ce combat? Selon vous. Écoutez, sur le concept, effectivement, le constat de Monsieur Eppelboin est très clair. Il est évident aujourd'hui qu'on a aujourd'hui des gouvernants qui se posent en tant que défenseurs de concepts qu'ils ne défendent plus du tout, en fait. Et aujourd'hui, c'est absolument évident. Ils cherchent à se donner l'apparence de défenseurs, comme toujours, des grands mots, de la démocratie, de tout ce que vous voulez, de la liberté d'expression, etc. Mais font, L'état de droit, oui. Évidemment, et font concrètement l'inverse. Et pour faire concrètement l'inverse, aujourd'hui, effectivement, leur stratégie est complexe. C'est pas évident ce qu'ils entreprennent de faire. Donc ils font la stratégie du pied dans la porte, en fait, ce qui s'expliquait très bien sur la loi euthanasie, qui est un sujet différent, mais la stratégie, la méthode est la même. Jean-Louis Touraine, où ils font une première loi où ils essaient d'en mettre le plus possible, et ensuite ils reviendront tous les ans pour essayer d'encore plus, d'en mettre encore plus. C'est la casserole qu'on met, la grenouille qu'on met dans la casserole. On fait monter le feu petit à petit, et jusqu'à ce qu'elle ne se rende pas compte qu'elle soit complètement cramée. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. On voit ce qui s'est passé avec Rumble. Regardez Rumble, qui est un réseau social qui était comme YouTube, en fait, un concurrent de YouTube, on va dire, qui évidemment a moins de poids politique parce qu'il y a beaucoup moins de gens dessus, mais qui concrètement, face aux menaces de Bruxelles et notamment de la France, sur les contenus, à l'époque, c'était à l'époque RT, donc les contenus qui étaient soi-disant, enfin, pro-russe, considérés comme pro-russe et donc interdits d'être diffusés, sous la menace d'une amende, ont été contraints de fermer leur site en France, en fait. Et donc aujourd'hui, vous avez concrètement là le succès de cet affrontement entre plateformes et États européens en l'occurrence, et la France en l'occurrence, sur ce point-là, penche en la faveur de la France. Et si évidemment on peut considérer que les choses seront beaucoup plus compliquées à appliquer face à X ou face à YouTube par exemple, parce que politiquement ce sera pas du tout la même chose, en fait. Si politiquement vous avez X qui dit, et Elon Musk en a fait la menace, il dit nous, si on nous demande de censurer des contenus qu'on ne veut pas censurer, potentiellement on se retirera du pays, parce qu'effectivement les amendes sont massives, c'est 6% du chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça, donc c'est pas négligeable. Attendez, pardon, juste un point là-dessus. Oui. Vous considérez que les amendes qui peuvent être portées contre ces plateformes peuvent peser sur dans leurs décisions? Parce que moi, il me semblait que c'était justement des amendes qui ne les touchaient pas vraiment, puisqu'elles n'étaient pas suffisamment fortes. C'est peut-être aussi vis-à-vis de Fabrice Eppelboin que je peux me tourner. Ça dépend. Si on parle de Meta, 6% du chiffre d'affaires mondial de Meta, c'est le PIB d'un pays africain. C'est gigantesque. Si on parle de Twitter, là, c'est une autre affaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé un petit discours en disant non, finalement, on ne va pas calculer l'amende sur le chiffre d'affaires de Twitter, parce qu'effectivement, 6% sur un chiffre d'affaires qui est
pour l'instant pas terrible, c'est pas grand-chose et Elon Musk a largement les moyens de se payer ça. On va calculer ça sur l'ensemble des entreprises d'Elon Musk. Alors ce qui juridiquement est brinque-ballant, mais vu l'état de la justice en France, ça serait pas un gros problème de s'arranger. trouver. Et là, effectivement, si on prend 6% du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises d'Elon Musk, ça représente une somme colossale. Donc, de toute façon, on s'en fout. C'est pas comme si on était vraiment dans un état de droit. La justice est dans un état tel que cette menace de finalement changer les règles du jeu en cours de route est parfaitement crédible aux yeux des Américains. Et là, effectivement, Elon Musk pourrait tenter de retirer la plateforme X de France, ce qui, ceci dit, pourrait avoir des impacts terrifiants, absolument terrifiants. Les dictateurs qui ont tenté ce genre d'approche, souvent l'ont payé de leur vie. Alors, on n'est pas dans une dictature, c'est utile de le préciser, mais si demain, on en arrivait à ce genre d'extrémité, effectivement, il y a une frange de la population pour qui le recours à l'ultra-violence pour défendre ce qu'ils considéraient de façon finalement assez légitime comme leur liberté serait parfaitement admissible. On n'en est pas là. Pour l'instant, ce sont des menaces en l'air. Ce sont d'autant plus des menaces en l'air qu'il faut être très clair. On n'a pas affaire à un bras de fer entre l'Europe et des plateformes. On a affaire à un bras de fer entre l'Europe et les États-Unis. Et donc là, les rétorsions pourraient être potentiellement beaucoup plus dramatique qu'une série d'émeutes ou l'apparition d'une nouvelle forme de terrorisme ou Dieu sait quoi qui pourrait arriver en réaction à quelque chose qui serait perçu de façon massive comme un recul fondamental de ce qui reste de sentiment de démocratie. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, que finalement, c'est pas seulement... Ce ne sont pas les patrons des plateformes qui auraient finalement chacun leur indépendance, on va dire, qui joueraient contre l'Europe. Plus du tout. Au lendemain de l'élection de Trump, souvenez-vous, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a fait une longue interview dans un podcast américain, Joe Rogan, dans lequel il a balancé un nombre de bombes considérables. Notamment, il a reconnu. Il a fait un appel clair et net au président des États-Unis en lui expliquant que ça commence à bien faire les amendes de l'Union européenne et qu'il serait temps de protéger les plateformes. Très clairement, aujourd'hui, les plateformes américaines ont un défenseur, un champion qui est Donald Trump et qui viendra à la charge si jamais on les attaque. Oui. Mais on va les attaquer. On est en train de les attaquer. Non. Il faut être réaliste. Les Américains pourraient répliquer typiquement en coupant Microsoft et ça peut se calculer en dizaines de points de PIB de pertes immédiates. Oui, tout à fait. On aurait des dizaines de milliers d'entreprises qui disparaîtraient dans la semaine. Oui, mais là vous partez capable de faire ça. Vous partez du principe que vous avez des dirigeants européens qui sont rationnels. Aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais on a quand même un certain nombre. Rationnel face à 10% de PIB. Mais moi, je peux vous parler de Nord Stream, par exemple. On a des discussions qui sont pas du tout rationnelles. On est en train de couler notre économie. On a des dirigeants aujourd'hui. Et ça, c'est les Américains qui ont coulé. Nord Stream, c'est un excellent exemple. C'est les Américains qui ont coulé. Alors, pas tant notre économie. Ça nous a coûté quelques milliards et en retombée indirecte quelques dizaines de milliards. Par contre, l'Allemagne a été sacrifiée. L'Allemagne ne se relèvera jamais de Nord Stream. L'industrie allemande est foutue, avec toutes les conséquences que ça aura à moyen et à long terme sur l'effondrement du système allemand. Ça, c'est une réplique américaine à une Europe qui refuse de se plier. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Allez-y, Frédéric. Oui, on va. Demain, on s'avère censurer les réseaux sociaux américains. On aura des répliques tout à fait similaires en termes d'impact économique. Je pense que les dirigeants américains, les dirigeants européens, malgré leurs beaux discours, malgré leur blabla à la télé, sont parfaitement conscients de ça. Tout le monde sait qui a détruit Nord Stream et tout le monde sait que les Américains recommenceront. Et donc, à partir de là, 10% de PIB, parce que les Américains pourraient en rétorsion couper Amazon. Mais alors, à quoi on joue dans ce cas-là, Fabrice? Attendez, on va laisser Frédéric Aiguille terminer, et comme ça, je pose la question. Désolé, je pense que c'est un point absolument essentiel. Allez-y, on vous écoute. Et dans mon raisonnement, et ce que je veux dire par là, sur la question de Nord Stream, c'est effectivement, j'ai quand même travaillé dessus, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, de la main de Washington derrière ce sabotage-là. Mais ce qui m'intéresse dans la réflexion, c'est la réaction des Européens vis-à-vis de ça. Et la réaction des Européens aujourd'hui, c'est de lutter contre leurs propres intérêts. Il n'y a pas
de défense des intérêts des peuples européens de la part des dirigeants européens. Et ils prennent des décisions qui aujourd'hui ne sont pas rationnelles. Et on est dans un affrontement que vous avez très bien défini au début de ce débat-là, entre deux modèles idéologiques, en fait, finalement, d'une certaine manière. Et le modèle idéologique aujourd'hui européen s'oppose au modèle idéologique américain, qui n'est plus le même que celui de l'administration Biden, vous l'avez très bien dit. À partir de là, si vous voulez, on a cette opposition qu'on pourrait dire de l'État profond mondialiste, dont les rebuts sont aujourd'hui au sein de l'Union européenne, et sont capables de prendre des décisions, sont capables d'aller très loin, en fait, et prendre des décisions qui, aujourd'hui, sont effectivement irrationnelles. Et je suis désolé, hein, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et pour garder le pouvoir qu'ils sont en train de perdre, leur dernière assise politique étant aujourd'hui en Europe, leur dernière assise politique ne tient que parce qu'ils tiennent le discours. Ils sont en train de créer une société de contrôle. Cette société de contrôle, elle est définie en grande partie aujourd'hui par le contrôle des médias. Le contrôle des médias qu'ils sont en train de perdre via les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas se permettre de perdre le contrôle des réseaux sociaux parce que ça veut dire qu'ils perdent le pouvoir. Donc, pour garder ce pouvoir-là, ils sont capables de prendre des décisions parfaitement irrationnelles. Et ça en fait partie. Et donc, à partir du moment où ils ne peuvent pas perdre le contrôle des réseaux sociaux, ils sont tout à fait capables d'aller le plus loin possible. Ils sont acculés, en fait. Mais je partage votre avis. Après, effectivement, aujourd'hui, c'est pas seulement face aux réseaux sociaux qui font face, c'est très clairement face aux États-Unis. Le discours de J.D. Vance à Munich est parfaitement clair à ce sujet-là. Il y a pas de problème. Mais ils savent qu'ils ont en face aussi. Et aujourd'hui, il y a un affrontement évident entre les élites européennes et l'administration américaine. Et cet affrontement va se jouer aussi sur les réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup de cartes en main, mais ils vont jouer leur jeu au maximum. Jusqu'au bout. En tout cas, notre travail, c'est de faire attention, parce que moi, j'ai pas l'intention qu'on m'empêche de continuer à parler, quoi. Frédéric Egouis, je voudrais que vous répondiez à ce que commençait à évoquer Fabrice Epelboin, et puis évidemment, Fabrice Epelboin, je vais vous redonner la parole juste derrière, concernant le fait que finalement, en s'attaquant aux plateformes, on s'attaque à leurs défenseurs, c'est-à-dire Donald Trump, enfin, le gouvernement américain, on va avoir des sanctions très lourdes, et donc on va tuer l'économie européenne, française entre autres. Ça, vous pensez qu'ils sont capables d'aller jusqu'à là pour défendre leurs intérêts? Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas négliger la position dans laquelle ils se trouvent. Et ils sont dans une position qui est extrêmement faible, en fait. Leur volonté est de garder le pouvoir. Leur espoir est de voir l'administration Trump disparaître dans 3 ans. Et avec évidemment le Trumpisme, hein, parce que c'est pas seulement Donald Trump, c'est tout ce qu'il représente. Donc c'est cette carte-là qu'ils sont en train d'essayer de jouer. Donc on va probablement jouer le temps. Je suis pas certain qu'ils y arrivent. Écoutez, on verra, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas. Il faut pas négliger l'affrontement qui est en cours. Il faut pas négliger la place aujourd'hui de nos dirigeants dans cet affrontement. C'est-à-dire ils n'ont aujourd'hui concrètement, pour rester en place, c'est-à-dire pour leur propre survie, en fait, la propre survie du système qu'ils défendent, du système de l'idéologie qu'ils défendent, ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Et ils vont être obligés de censurer les réseaux sociaux, parce que s'ils ne le font pas, comme vous l'avez très bien dit, c'est l'oligarchie face au populisme. S'ils ne le font pas, le populisme va forcément prendre du pouvoir, parce que l'oligarchie ne défend pas les intérêts des peuples, assez peu. Donc forcément, les idées populistes vont prendre et vont arriver sur le devant de la scène, comme regardez ce qui s'est passé en Roumanie. C'est un exemple assez marquant de ce qu'ils sont capables de faire. Et malgré tout, vous pouvez avoir Donald Trump et J.D. Vance et tout le monde qui disent ce qu'ils veulent sur la Roumanie, qui disent attention, là, voilà, il y a ingérence, etc. Il y a tout ce qui se passe. Bon, concrètement, ça n'a pas posé de problème. On a quand même pu renverser le gouvernement. On a quand même pu arriver à nos fins. Donc, c'est pas, on a un pouvoir de nuisance encore certain. Et quand on parlait des réseaux sociaux, vous évoquiez les réseaux sociaux uniquement américains, mais on peut parler aussi de Pavel Durov. Pavel Durov, il n'est pas américain. Il y a aussi, dans toute l'Europe de l'Est, l'importance d'un réseau social comme Telegram n'est pas négligeable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait ce qu'on a fait avec Pavel Durov.
Vous voulez dire ce qu'on a fait, je précise, ça veut dire... ça veut dire l'arrêter et essayer et ensuite... de choper les clés de déchiffrement, c'est-à-dire qu'essayer de prendre d'une certaine manière le contrôle de son réseau social pour pouvoir faire de l'influence comme on le faisait. On n'a pas réussi parce qu'on n'a pas bien compris qui était vraiment Pavel Dourov. C'est-à-dire qu'on lui a donné la nationalité en pensant que c'est un opposant de Poutine, mais il se trouve que bon, c'est plus complexe que ça, la personnalité de Pavel Dourov. Ce n'était pas qu'un opposant de Poutine. Donc, enfin, c'est sûr que si on est manichéen, opposant de Poutine veut dire soumis peut-être aux intérêts de Bruxelles. Je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit. Fabrice Epelboin, donc pour revenir sur tout ça et cet affrontement, vous, de votre côté, vous considérez que finalement, la partie est de toute façon gagnée pour les plateformes et les Américains, puisqu'ils ont la puissance derrière, la force de frappe. Alors non, il y a des compromis. Il y a déjà une censure assez féroce qui règne sur les réseaux sociaux en France. Vous avez par exemple, typiquement, il y a de ça un peu plus d'un mois, une chaîne YouTube comme Thinkerview, qui faisait partie des plus grosses chaînes YouTube francophones, a été massivement censurée et a perdu du jour au lendemain les 2/3 de son audience. Ouais. Donc on va avoir des compromis entre des concessions que font les plateformes ou la puissance américaine, on ne sait pas très bien, mais vraisemblablement les plateformes avec les demandes de censure du DSA, qui ne reposent absolument pas sur la loi, hein, ça repose sur le bon vouloir des shérifs de l'information, rien d'autre. Il y a strictement rien d'illégal sur la chaîne Thinkerview, mais évidemment elle ne plaît pas au pouvoir, donc elle a été censurée. Donc on va avoir ce genre de compromis. On va avoir forcément une réaction de la populace qui est derrière le populisme. Et puis, à un moment, ça va se régler dans les urnes ou alors on va sombrer dans ce régime oligarchique et les plateformes vont être tout simplement détruites. C'est tout à fait possible. On est en plein dans cette... on est en plein dans cet inconnu. Et très objectivement, bien malin celui qui pourra prévoir ce qui va se passer. Oui. Oui, vous ne considérez pas finalement que pour le moment, il y en a un qui a plus gagné que l'autre. On peut soit s'enfermer dans un système de censure de plus en plus fort du côté... Ce qui me semble clair, c'est que si on continue dans cette voie de censure, on sombrera économiquement. Mais c'est un choix. Il y a plein de pays qui sont beaucoup moins riches que l'Europe, mais qui ont gardé une certaine forme de contrôle sur leur population et leur information. C'est un choix. D'accord. Frédéric Egui, vous êtes d'accord ? Oui, je partage cet avis. Je pense que c'est un choix et je pense qu'aujourd'hui, c'est le choix qu'ils font pour pouvoir garder le contrôle. Et par ailleurs, sur les plateformes, je voulais aussi rajouter quelque chose. Effectivement, il y a les plateformes n'ont pas la mainmise, n'ont pas le pouvoir total sur les États et sur Bruxelles. Aujourd'hui, regardez, même X censure toujours des comptes et des comptes majeurs, comme par exemple celui d'RT France, si vous voulez. Ça, c'est toujours une information qui, aujourd'hui, est inaccessible sur ce réseau-là. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est la Russie, etc. Mais si on parle de liberté d'expression, les Russes ont aussi le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de raison. Mais X n'avait pas été censuré avant l'arrivée d'Elon Musk. Oui, mais ils sont pas revenus dessus. Oui. Il y a des demandes qui sont faites en ce sens, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça, c'est une réalité. Et ça prouve bien que sur ces questions-là, il y a encore malgré tout un certain pouvoir, finalement, si on peut dire, de Bruxelles là-dessus. Même s'il est limité, il existe. Par ailleurs, quand on disait la question va se régler, monsieur Epelboin disait la question va se régler par le vote, oui, enfin, le problème du vote, si on va par là, c'est que regardez la Roumanie et regardez le référendum en France 2005, regardez le vote aujourd'hui, c'est aussi problématique, quoi. Oui, bien sûr, je pense que Fabrice Epelboin, on est tout à fait conscient. Je pense qu'il voulait dire que ça ira vers des votes de plus en plus radicaux, des volontés de plus en plus radicales, qui ne répondront pas forcément à ce que souhaitait le peuple ou la populace, comme on l'appelle, Fabrice Epelboin. Oui. On est vraiment coincé entre deux extrêmes, avec d'un côté une volonté oligarchique qui nous mène vers une certaine forme de dictature, et de l'autre côté une volonté populiste qui nous mène vers une autre forme de dictature. Il n'y a pas d'avenir démocratique, il faut être très clair. Il n'y a absolument aucun avenir démocratique dans ce pays. On a le choix entre vanille et fraise, mais ça sera de la glace, ça sera froid et ça ne sera pas bon pour la santé. Dis donc, c'est super optimiste, Frédéric Egui. J'avais quand même aussi une petite question par rapport... on a tendance, et franchement, je suis la première à voir les vertus de ces réseaux sociaux.
Mais est-ce qu'on peut, vous parliez d'Elon Musk et du compte X avec certains réseaux qui étaient fermés, Pavel Durov, et peut-être que chacun de ces réseaux ont aussi une forme de sensibilité, une forme de... Et est-ce vraiment également la liberté d'expression pleine et entière, Fabrice Epelboin, sur ces réseaux? On ne sait pas du tout ce qu'est la liberté d'expression pleine et entière. On a des plateformes qui proposent un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre de modalités de fonctionnement. Typiquement, Facebook, il faut que je sois ami avec vous et que vous soyez amis avec moi pour que nous puissions nous voir et communiquer ensemble. Twitter, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il suffit que vous vouliez me suivre pour entendre ce que j'ai à dire. Je n'ai absolument pas de consentement à donner et j'ai même pas besoin d'être au courant. Sur Blue Sky, il y a encore d'autres modalités de fonctionnement et donc on a des territoires d'expérimentation sociale où on va créer une expérience sociale grandeur nature avec des millions, si ce n'est parfois des milliards de participants qui vont donner des choses. Qui vont donner des choses comme Twitter, comme Meta, comme Telegram, comme une myriade d'autres, comme 4chan, comme une myriade d'autres expérimentations sociales dans lesquelles, la plupart du temps, la liberté d'expression à l'américaine, vu que ces plateformes sont pour l'essentiel américaines, est de mise parce que c'est l'évidence pour des Américains, ça ne pose pas de question, c'est le premier amendement de leur constitution, pour eux c'est parfaitement naturel et donc ils l'ont intégré, ils n'ont pas intégré que ça d'ailleurs, le cœur du fonctionnement de Facebook c'est le communautarisme parce que aux États-Unis c'est une société communautariste, ça paraît tout à fait normal et évidemment quand ils exportent ces valeurs à travers des fonctionnalités sociales dans un cadre expérimental dans des territoires étrangers, on a vu ce que ça donnait quand ils ont exporté la liberté d'expression en Tunisie en 2010, et on voit ce que ça donne quand ils ont exporté la liberté d'expression et le communautarisme sur un territoire comme la France, pour qui c'est totalement exogène. Donc c'est clair que ça provoque d'immenses disruptions, mais la réalité de la liberté d'expression, on n'en a pas la moindre idée. Avant les réseaux sociaux, c'était réservé aux comptoirs de café, et dès qu'on était sur des plateaux de télé, on était entre oligarques, et à partir de là, tout le monde connaissait les règles de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Moi-même, je ne m'exprime pas du tout de la même façon sur les plateaux de BFM que chez vous ou ailleurs. J'adapte, c'est pour ça que je fais partie de cette oligarchie. Mais très concrètement, pour les citoyens ordinaires, on n'a jamais eu de cadre expérimental leur donnant la liberté d'expression. C'était un droit parfaitement théorique, qu'ils étaient libres d'exercer au café du coin, sans plus. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On a une multitude de cadres expérimentaux qui vont de Snapchat à Telegram en passant par Meta, avec des modalités différentes de liberté d'expression. Typiquement, comme Snapchat, ce que vous dites s'envole. Alors ça reste sur un disque dur quelque part, mais très concrètement, le sentiment que vous donnez à la personne qui s'exprime, c'est que les paroles s'envolent. Ce qui donne une forme d'expression tout à fait différente, qu'on retrouve d'ailleurs sur 4chan, et qui n'est pas du tout la même que sur Twitter ou sur Facebook, où quand vous dites quelque chose, ça reste dans votre flux, et ça, on peut vous en tenir rigueur 5 ans plus tard. Du coup, l'expression n'est pas la même. Donc on s'aperçoit que la liberté d'expression dépend fondamentalement du cadre dans lequel elle s'exerce, ce qui n'est pas très nouveau. Ce qui est très nouveau, c'est qu'auparavant, on avait un cadre, et aujourd'hui, on en a des dizaines. Oui, c'est ça. On peut s'exprimer dans des cadres tellement différents que la nature même de ce qu'on exprime est différente. Donc, on n'en sait rien. On est dans une phase d'expérimentation depuis une quinzaine d'années. Ce laboratoire d'expérimentation est étranger, dans les mains d'Américains, encore une fois, pour la plupart, mais maintenant, on a les Chinois qui débarquent, et très concrètement, on l'a bien vu, on peut totalement manipuler l'opinion publique, ce qui n'a rien de nouveau. Avant, on les manipulait à travers le contrôle des médias. C'est bien ça que l'oligarchie regrette, et sur lequel elles font tous sa nostalgie du temps passé. Aujourd'hui, elle n'a pas trop les moyens de manipuler l'opinion publique à travers ces plateformes, ou plus exactement, elle a une féroce concurrence pour le faire. Oui. Il y a une quantité astronomique d'entreprises qui vendent leurs services de manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Il y a une quantité astronomique de pays qui exercent ça. On a tendance à tout focaliser sur les Russes, et les Russes jouent à ce jeu, mais sont pas les Pas seuls. les seuls, évidemment. Il y a très peu de nations qui ne jouent pas à ce jeu en réalité, et la France fait partie des cibles prioritaires au niveau mondial. On est une ancienne grande puissance coloniale. Ça fait déjà des dizaines de pays qui gardent une dent contre la France et qui, du coup, peuvent tout à fait légitimement s'ingérer dans leur opinion publique parce qu'on l'a fait il y a encore finalement assez peu de temps, qui plus est une diaspora parfois très importante pour appuyer leurs opérations
parce qu'elle habite en France et bien souvent elle a la nationalité française. Et forcément, la France est dans une situation d'extrême faiblesse face à ça. D'où cette tentation mue par la peur de revenir à l'ancien régime, celui de l'oligarchie, celui du système politico-médiatique, où très concrètement, les médias sont en faveur du pouvoir, tout simplement parce qu'ils sont possédés par un carteron de milliardaires dont les intérêts économiques sont totalement confondus avec ceux du pouvoir. Et je vais donner le mot de la fin à Frédéric Egouy pour cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabrice? Oui, écoutez, c'est sûr, le constat est évident. Après, il faut pas non plus négliger l'importance des algorithmes de ses propres réseaux et ce que ça implique aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qu'on peut y faire et il y a ce que eux veulent bien nous montrer. Bien sûr. Ça, c'est un problème qui a été fondamental. Au moment de l'élection, Covid. enfin au moment du Oui. Covid, notamment de Joe Biden, on a vu à quel point ça pouvait être puissant et à quel Oui. point ça pouvait être dommageable pour la recherche de la vérité. Et Mark Zuckerberg Donc, l'a avoué, ça, après coup. oui, tout à fait. Mark Zuckerberg l'a avoué et on a vu et a avoué l'influence du FBI qui lui demandait de supprimer certaines informations, des informations capitales notamment. Et par ailleurs, c'est intéressant parce que notamment on lui a demandé de supprimer l'affaire de l'ordinateur portable d'Hunter Biden. Avec l'appui des médias des médias traditionnels qui derrière ont dit non, mais c'est une opération de désinformation russe. On voit bien donc à quoi sert aujourd'hui la désinformation russe, et je mets des guillemets à ceci, et on le voit encore mieux avec l'affaire Emmanuel La gifle. Macron, la gifle qu'il a reçue. Quand même, le premier réflexe de l'Élysée étant de dire c'est de la désinformation russe, c'est de l'IA. Quand ces mêmes gens, donc ce qui est un mensonge évidemment et honté, tout le monde peut le voir à la face du monde, un mensonge à la face Oui, du tout à monde. fait. Maintenant, c'est. Et quand ces mêmes gens-là vous disent qu'ils veulent réguler les réseaux sociaux pour contrer la désinformation russe, là, toutes les alarmes doivent s'allumer de tout le monde, quoi. Merci beaucoup Frédéric Egouy pour ce rappel. Merci à vous Fabrice Epelboin, merci tous les deux, merci à vous tous chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.